un combat. Dans un monde où une information en chasse l'autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre, où nous pourrons prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle, confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, les plus grandes fourberies de l'histoire sur la Saint-Barthélemy, avec monsieur Sébastien Gaboulot. Bonjour monsieur Sébastien. Bonsoir. Oui, effectivement. Bonsoir. La Saint-Barthélemy. Est-ce que, en préambule pour commencer cette émission, vous pourriez nous faire une petite mise en contexte dans quel cadre le Saint-Barthélemy a pris place, pourquoi donc? Eh bien, dans le cadre de ce qu'on a appelé les guerres de religion en France, qui sont le développement français d'un vaste conflit qui déchire tout ce qu'on appelait la chrétienté et qui va se séparer en états durablement opposés entre la réforme, entre réformés et catholiques. Alors évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on peut dire que d'une certaine façon, c'est un peu la fin de la chrétienté médiévale, ça c'est sûr, et la naissance de l'Europe comme entité géopolitique. D'autant plus qu'au final, qui c'est qui va gagner? Les États territoriaux qu'on n'appelle pas encore, on appellera plus tard les États-nations. En France, retour donc en France, évidemment, ne fait rien comme tout le monde. Il a fallu que, au lieu de se séparer clairement entre État protestant et État catholique, c'est l'État monarchique français, le Royaume de France, lui est traversé par ce nouveau clivage. Question de taille, question peut-être de sa grande diversité culturelle entre une France du Sud et une France du Nord qui sont très différentes. Et d'ailleurs, ça va se voir dans la répartition, dans l'implantation de la religion réformée. Et pour plus précisément arriver sur la période de 1972, où a lieu en août 1972, aura lieu le massacre de la Saint-Barthélemy. Le massacre de la Saint-Barthélemy, la crise a commencé bien avant. Il y a eu, dès que les premiers réformés se sont manifestés, des persécutions ont commencé, même au niveau local, les autorités locales avaient toute l'attitude pour enclencher des persécutions. Sous François Ier, ça a commencé sous François Ier. De toute façon, mais dès qu'ils apparaissent, il y a déjà des persécutions. Avec l'affaire des placards. Royal, oui, au niveau royal, avec l'affaire des placards qui est en fait dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, un réformé a eu l'idée absolument brillante d'aller placarder un manifeste sur des placards sur des portes publiquement, y compris même dans les appartements du roi lui-même, qui n'a pas vraiment apprécié. Lui, François Ier, à titre personnel, probablement était plutôt relativement ouvert aux nouveautés. Seulement, voilà, depuis le Concordat de 1516, en fait, le chef de l'Église de France, c'est lui. L'héritage de la pragmatique sanction de Charles VII. Voilà, c'est un processus qui a commencé en 1438. Et en fait, très habilement, Charles VII a réussi là où peut-être Philippe le Bel a échoué, malgré sa grande détermination, à faire du roi de France l'autorité première en matière dans les affaires religieuses du royaume. C'est la pragmatisation de 1438. Et après une période de fluctuation, mais en fait de consolidation
les choses sont plus ou moins scellées avec le Concordat de 1516 qui va être effectif jusqu'à la Révolution. Donc, donc, vous vous attaquez publiquement, comme ça a été dans les placards, à la doctrine catholique, vous vous attaquez directement au roi. Et donc là, la répression devient une affaire d'État, une affaire royale, mais il s'agit encore que de répression. Ce n'est pas encore on n'est pas dans une crise militaire. Son fils Henri II va prendre très vite, va amplifier cette politique de répression. Et il va d'autant plus lui de consacrer d'importance que son règne va coïncider avec la fin des guerres d'Italie et qui se termine avec le traité de Cateau de Cambrésis de 1559. En fait, la France renonce définitivement à toute prétention transalpine et au bénéfice des Habsbourg. Et ce qui, pour Henri II, va être l'occasion de se retourner définitivement vers les affaires internes du royaume. Seulement voilà, Henri II va avoir un petit problème et va mourir l'année même d'un très bête accident de joute des mains de son garde, de son capitaine de la garde écossaise, un certain Montgomery. Qui deviendra lui-même plus tard un des chefs de guerre, un des plus dangereux chefs de guerre protestants, comme quoi. Faut savoir que Montgomery n'a pas eu de problème particulier. Si, il a dû fuir, mais il avait été absous sur son lit de mort par Henri II. Il n'était pas très serein sur sa vie, voilà. ça peut se comprendre. Oui, parce que voilà, parce que la parole d'un roi après sa mort, c'est plus rien du tout. Donc ça pouvait assez mal finir. Concrètement, le problème, c'est que la veuve d'Henri II, Catherine de Médicis, donc se rentre en régence. Elle a donné 4 fils à Henri IV, à Henri II. Décidément, j'ai du mal ce soir. Et ça va être une période d'affaiblissement. Comme toute période de régence, c'est une période délicate parce que les grandes familles vont redresser la tête. Et après l'autorité indiscutée du règne de François Ier et d'Henri II, où la monarchie n'était pas dit absolue, mais que ça quand même, ces deux monarques avaient largement capitalisé et consolidé l'œuvre de Charles VII et de Louis XI. Là, il va y avoir quand même un sacré, pour l'autorité royale, il va y avoir un sacré retour en arrière. Catherine de Médicis ne sera pas en mesure de juguler la montée de la violence, les prétentions des familles, des grandes familles, et d'imposer une paix durable. Ses fils seront soit trop jeunes, trop faibles de caractère, ou tout simplement trop fragiles d'une santé trop fragile pour pouvoir durablement s'imposer. De toute façon, une fois que la crise et que le pouvoir est enclenché, le pouvoir est contesté, il aurait fallu il faudra une très grande autorité pour la résoudre. Or, cette autorité va manquer et ça va être le cas pendant jusqu'à l'avènement d'Henri IV, c'est-à-dire 30, presque 40, plus de 30 ans plus tard, quoi. Plus de 30 ans après. Pourtant, Catherine de Médicis était une sacrée femme d'État, si on peut dire ça comme ça. Le fait est que tout ne soit pas complètement explosé, n'ait pas été foutu en l'air, prouve qu'elle était quand même très, très forte. Elle avait un bon entourage, mais elle ne restait que régente. Elle ne restait que régente et le facteur religieux, évidemment, va considérablement aggraver la situation. Parce que ça permet à chaque fois de relancer une pièce dans le jukebox. L'équilibre est toujours délicat. Bon, voilà, en 1562, au 1er mars, il va se passer quelque chose qui va se passer assez souvent, un massacre. Henri de Guise, plutôt, pardon, non, François ou Henri, non, François de Guise déclenche le massacre des protestants à Vassy au prétexte qu'ils ne rendaient pas leur culte en dehors des limites de la commune. Ils ont prié dans une grange, je crois, et ils n'avaient pas le droit. Qui était dans les limites de la ville. Voilà, c'est ça. Il y avait
un édit qui avait été passé, qu'on appelle l'édit de janvier, qui avait mis en place une liberté limitée de culte. Mais il faut savoir que, ah oui, petit point préliminaire, si, bon d'accord, souvent on va entendre parler de catholiques qui massacrent, de protestants qui se font massacrer, il n'y a pas de bons ou de méchants dans cette affaire. Les protestants, partout, ils ont eu la main, n'ont pas été plus tendres avec les catholiques. Il y a eu énormément de vandalisme dit pédagogique. Là où ils étaient minoritaires, ils ont expulsé, ils persécutaient aussi les catholiques. C'est pas le souci. Personne dans cette affaire, dans les affaires religieuses, ne conçoit de céder sur les pratiques religieuses. C'est impensable dans la pensée de l'époque. Donc en fait, le problème de tous ces édits, l'édit de janvier sera le premier et l'édit de Nantes bien après le massacre de Saint-Barthélemy, le dernier, en fait ne valent que par la capacité du pouvoir à les faire respecter et la volonté de ces agents à les faire respecter. Le problème, c'est que, en fait, quand les agents du roi, c'est-à-dire de grands aristocrates ou des gens de robe sont affiliés à un parti, eh ben, ça va dépendre de leur couleur. C'est bien là le problème. Que se passe-t-il immédiatement après le massacre de Vassy? Eh bien, entre-temps, la doctrine de Jean Calvin, qui a publié son maître ouvrage en 1536, s'est répandue en France. Contrairement au luthérianisme qui n'a pas pris en France, là il va y avoir des conversions et des professions de foi en grande quantité et une véritable organisation parce que les écrits de Calvin donnent une véritable armature en fait et tout un programme clé en main d'organisation. Donc l'Église protestante en France s'organise, des nobles se convertissent, et là, du coup, les protestants ne sont plus simplement des schismatiques aux yeux, mais un parti, au sens un parti, et donc Ils ont une influence. non, ils ont une véritable Oui. puissance militaire et la capacité d'affronter l'armée royale. Parce que quand un noble, quand un Bourbon se convertit, il entraîne avec lui une partie de sa clientèle. Il a les moyens de payer des mercenaires qui se foutent royalement de l'affiliation de, De de leur leur employeur. employeur. Et inversement, les catholiques ont employé des mercenaires protestants sans le moindre problème. Montaigne avait dit si un capitaine avait eu l'idée saugrenue de vouloir lever une armée en contrôlant la piété des soldats qui voulaient recruter, il n'arriverait pas à rassembler une compagnie. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Vous allez avoir des catholiques qui vont se battre pour des protestants et inversement, sans problème. On se souvient plutôt dans la période du sac de Rome par les troupes protestantes de Charles V d'Habsbourg. Voilà, c'est ça. Qui était et ça va être comme ça, et ça ne va pas changer du tout. Et a priori, si vous avez justement des soldats étrangers, ils vont se moquer éperdument. Ils se moqueront éperdument de ça, quoi. Ils vont être engagés. Ils sont là pour s'engager pour gagner leur croûte, et ils maltraiteront avec autant d'enthousiasme la population, qu'elle soit catholique ou protestante, hein, aucun problème. Ces armées vivent sur le pays, donc pour le peuple, la catastrophe est la même. L'argent n'a Donc pas de religion. voilà, c'est donc le début de la première guerre de religion, et il va y en avoir 8. Presque autant que les guerres d'Italie. C'est ça. Alors, il faut quand même une petite différence. Pourquoi alors, ce sont des guerres, oui, au sens où il y a un début des hostilités, puis il y a une trêve, un édit, un accord, quelque chose, et puis C'est ça une guerre reprend. civile. C'est ça. Ce sont des pauses. En fait, c'est une vaste guerre civile qui va durer 3 décennies, mais qui, en réalité, va être entourée de phases violentes qui vont être assez courtes. Les guerres de religion, stricto sensu, c'est 1, 2, 3 ans. C'est pas beaucoup. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'après, il n'y a plus de thunes.
ou parce Les que armées, ça coûte cher. ou oui, c'est ça déjà, et qu'elles ont tendance à fondre d'elles-mêmes parce qu'à cause de l'attrition, de la désertion, etc. Le Que de toute ravitaillement est façon, compliqué. que de toute façon, il y a une véritable impasse. Aucun des partis ne va être capable de vaincre militairement complètement. On va le voir avec plus de précision. Il va bien y avoir des Euh, batailles, mais rarement des batailles décisives. C'est ça le problème. non, il peut y avoir oui, c'est ça, il peut y avoir des retournements parce que assez spectaculaires. Et d'ailleurs, ça va m'amener plus précisément au contexte proche du massacre de la Saint-Barthélemy. Donc, on arrive à la période en 1500, des années 70 du XVIe siècle, donc 1570. Là, c'est la troisième guerre de religion qui commençait plutôt bien pour les catholiques, puisque le duc de Guise remporte une série de victoires assez spectaculaires et pense pouvoir facile avoir obtenu une victoire militaire décisive. C'est sans compter l'amiral de Coligny, qui est pas plus amiral que moi, j'ai jamais compris pourquoi il avait le grade d'amiral, mais bon, C'était le chef de la marine du royaume, probablement. qui n'existait quasiment pas, mais c'est pas grave. Mais Être le commandant en chef de quelques barques, ça reste tout de même chef de marine. que ça a été l'absence de marine va avoir un rôle important pour la marine royale, pour les protestants, c'est que du moment tant qu'ils tiendront La Rochelle, ils pourront être ravitaillés par la mer, par les Hollandais, par les Anglais, par qui vous voulez, en fait. Et donc ils vont former ils ont une implantation territoriale dans le sud de la France. Il y a eu des protestants bien ailleurs. Il n'y en avait pas beaucoup en Normandie, en Champagne, par exemple. Mais c'est très clairement le sud-ouest qui est du royaume, Ce qu'on appelle le croissant huguenot. qui est très clairement le centre de gravité. C'est là que sont des villes qui sont totalement converties. L'Occitanie, le Languedoc, Voilà, c'est ça. à peu près ça. Et Jusqu'à La donc, Rochelle. je reprends alors que la troisième guerre se passait plutôt bien pour les catholiques, l'amiral de Coligny renverse la situation par une victoire et verrouille en gros la vallée de la Loire. Donc en fait, il est en position de menacer éventuellement Paris et surtout de barrer l'accès au territoire protestant. Donc là, encore une trêve, et là, et un nouvel édit de Saint-Germain qui remet sur la table une liberté de culte limitée, qui est aussi mal acceptée par les intransigeants qui sont menés par la famille de Guise, qui est aussi le principal chef militaire du parti catholique. La Ligue, à l'époque, existait déjà ou elle sera fondée un peu plus tard, les Alors, catholiques? c'est pas vraiment. La Ligue, le mot doit déjà peut-être exister, mais honnêtement, la Ligue, c'est plus tard. Ce n'est C'est pas beaucoup plus, officiel. c'est pas officiel. Là, il y a la famille de Guise, sa vaste clientèle, ses soutiens, etc., et qui sont très populaires auprès De de la l'opinion population catholique. de l'opinion catholique. Alors, quand on dit l'opinion, c'est surtout l'opinion urbaine, et particulièrement à Paris. On va déjà mettre en place les principaux protagonistes du drame. Alors, on ne peut pas réduire les guerres de religion à une vendetta entre clans nobiliaires. Hein. La réalité est un peu plus compliquée que Game of Thrones, mais cet aspect existe, et particulièrement pour l'appel de la Saint-Barthélemy, qui a commencé, si vous voulez, il y a quand même, qui commence déjà par une tentative d'assassinat, donc il y a eu un complot. Donc le facteur, la vendetta entre les clans a joué un rôle important. Cependant, ils vont pas être les seuls protagonistes. Les trois grandes familles qu'il faut retenir, ce sont les Guises, dirigées à l'époque par le jeune François de Guise, c'est le Balafré, Ah oui. le troisième duc de Guise, Il c'est n'a pas les eu champs son visage refait par Guillaume d'Amboise, le médecin? possibles. Cela, je ne la connais pas. Donc, les Guises sont depuis, en fait,
depuis les 20 dernières années, depuis son père, en fait, Henri de Guise, sont la puissance montante, la famille qui prend de plus en plus d'importance. Elle s'est fait les championnes de l'intransigeance chez les catholiques et elle s'oppose, sabote même, souvent, la politique conciliatrice de Marie de Médicis et les tentatives de raccommodage. Ce qui le vaut certaines hostilités de la part de la reine-mère à titre personnel, mais en contrepartie, ils ont une grande popularité auprès de l'opinion. Alors, l'opinion à l'époque, est-ce que ça vaut quelque chose? Eh bien, l'opinion des grandes villes, oui. Parce que si vous ne tenez pas les grandes villes, vous ne tenez rien. Et surtout de l'opinion de la population parisienne. Le deuxième clan, c'est les Montmorency en lien avec la famille de Coligny. Les Montmorency sont une grande famille catholique. Ils sont très influents depuis François Ier. C'est un peu ceux qui tenaient un peu tout. Anne de Montmorency était le connétable. Ils multiplient les postes. Vous en avez partout. Eux voient l'influence croissante des Guises comme une menace. Ils sont liés aux Coligny, bien qu'ils soient protestants par le mariage, et ils s'entendent régulièrement avec eux pour neutraliser les Guises, l'influence des Guises. Il faut aussi savoir une chose, c'est que, alors les Guises, non, ils sont très regroupés sur la cause catholique, mais la plupart des familles qui vont être impliquées et des clans qui vont être impliqués dans les guerres de religion sont très divisés. Vous avez des protestants ou des gens qui sont, vous avez dans les grandes familles, vous avez des confessions différentes au sein d'une même famille. Il n'y a aucun problème avec ça. Même des proches de Marie de Médicis, donc les lignes de partage sont plus floues qu'elles en ont l'air. Le troisième famille, bon, spoiler, c'est eux qui ramassent la mise, ce sont les Bourbons. Les Bourbons ont un immense avantage par rapport aux autres familles, c'est que ce sont des princes du sang. Héritier des Albret, je crois, si jamais, pour l'héritage de Navarre. Voilà, ça c'est bonus. Le vrai truc, c'est que si les Valois viennent à s'étendre sans descendance, les fils de Marie et de Catherine de Médicis, c'est pour eux, ils sont en première ligne. D'ailleurs, ça ne va pas louper puisque ce sera Henri IV. À l'époque, Henri III, duc de Vendôme, de Navarre, duc de Vendôme, qui deviendrait, oui, parce on va simplifier, on va dire que le Henri, roi de Navarre, on va simplifier. Voilà, il n'était pas encore roi de Navarre, mais on va l'appeler tout simplement Henri de Navarre ou Henri de Bourbon, oui. Parce qu'ils changent de numéro en fonction ou de titre, en fonction. Combien ils sont pour le royaume en question. Voilà, la période de leur vie, en fait. Et là, en l'occurrence, Henri de Navarre est très jeune et il n'a pas vraiment d'influence. C'est un cousin des rois de l'époque, je crois. C'est une lignée agnatique par rapport aux rois. Donc en fait, c'est très compliqué, mais dans la hiérarchie de la noblesse française, il n'y a personne au-dessus d'eux. Oui, c'est un cousin à X degrés, mais de sang royal. Voilà, c'est ça. Donc c'est le lignage, c'est un lignage princier. Alors leur faiblesse, eux, c'est pour ça qu'ils sont moins présents. C'est qu'ils sont partagés entre protestants, catholiques modérés et intransigeants. Des Bourbons, vous en avez partout. Tu me diras. Voilà, c'est comme quoi tout est compliqué. Et il y a un quatrième acteur qui va faire parler de lui pendant la Saint-Barthélemy, et pas qu'un peu, c'est le peuple de Paris. Alors la population, oui. Alors Paris, c'est quoi? Parce que Paris, ça va vraiment être l'acteur, on va dire qui s'est imposé sans que tous ces braves gens lui aient vraiment demandé. C'est une ville de 200 000 habitants
qui tient, on va dire, grosso modo, encore dans l'enceinte de Charles V, donc c'est-à-dire les vieux quartiers parisiens en fait. Vous avez des faubourgs déjà, vous avez 4 faubourgs, donc le plus connu c'est le faubourg Saint-Germain, mais c'est quand même 200, voilà, minimum 200 000 habitants à l'époque. C'est la ville la plus peuplée d'Europe après Constantinia, l'ancienne Constantinople. Il y a de fortes chances, ouais. Et c'est surtout une ville qui est extrêmement bien organisée. Non, oui, je sais, ça fait rire, mais C'est pas la réputation qu'elle a. non, mais pour Bon, l'époque, aujourd'hui. elle a ses 16 quartiers. Il y a une milice, il y a des autorités urbaines. Elle a sa propre organisation militaire. Alors, en temps normal, les archers sont quelques centaines, mais par effet de mobilisation, une milice bourgeoise les bourgeois de Paris peuvent s'organiser en milices qui peuvent compter plusieurs milliers d'hommes armés. Toujours des archers à cette époque? Ce sont pas déjà des Alors, arquebusiers? archer, c'est une expression. En Ah. fait, on disait encore, même au XVIIIe siècle, ils disaient encore les archers du roi. En fait, Ah, même, c'est le nom d'une unité en fait. voilà, c'est le guet si vous voulez, mais sinon très vite ils peuvent s'organiser et très vite ils peuvent s'armer. Donc, et cette organisation est en grande partie autonome. Hein. J'imagine qu'elle va avoir son impact sur les événements. Bah, le fait est que la ville est complètement quadrillée, en fait. Ce n'est pas, faut pas Et imaginer, armée. on aime bien imaginer une sorte de vaste bazar odorant où en fait il aurait fallu attendre la science, la modernité pour y mettre bon ordre. Non, 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 ces gens-là, ils ont leur propre organisation, ils savent déjà. Pour eux, pour nous c'est un labyrinthe, pour eux tout est parfaitement clair. Et ça va avoir des conséquences tragiques pour les protestants qui vont se retrouver dans ce Paris. Ce Paris est ultra catholique, même vraiment. Comment l'expliquer? La vallée Comment de la l'expliquer? Seine. Comment l'expliquer? Parce que c'est la capitale, et parce que le roi est le chef de l'Église, et donc, si vous voulez, pour le Parisien, Paris c'est la Nouvelle Jérusalem, ok? Donc, non mais vraiment, c'est-à-dire que c'est le peuple élu, c'est eux. Donc la vie, l'éruption de la réforme dans la vie publique, de gens qui disent non mais en fait tout ça c'est de l'ordre. Alors pour les termes dans les textes protestants, c'est les saints, les images, les cultes, les processions, toute la partie, on va dire, populaire de la religion, tout ça, ça pour eux c'est ce qu'ils appellent de l'ordure. Évidemment, les gens le prennent assez mal. Il faut voir que la religion, pour les catholiques de l'époque, c'est tout en fait, ça imprègne absolument tout. C'est pas ah salut, je vais à l'église le samedi et puis je vais boire un coup après. Non, 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 ça imprègne complètement la vie de tout le temps. Donc c'est une sorte, donc c'est l'éruption du protestantisme est vécue comme une violation du corps social. Ah, ils sont assez iconoclastes, les réformés. Les réformés, oui, ils vont pas du dos de D'autant la plus les cuisse. calvinistes. Oui, oui, de toute façon, par définition, on n'a pas besoin de préciser. En France, Oui. Les avant, c'est huguenots sont des calvinistes et pas des luthériens. Et le fait est que la mise en application de l'édit de tolérance, donc en vigueur à ce moment, donc l'édit de Saint-Germain, passe extrêmement mal. On en vient donc à un personnage donc qui est le gouverneur de Paris qui est censé tenir tout ça, qui est un Montmorency, donc duc de Montmorency, donc l'actuel chef à l'époque, de la chef de file de la famille Montmorency, et lui, il tient que dalle. Il n'a Ah non, aucune mais que autorité. dalle. Non, mais non, il a aucune autorité. Il essaye de faire appliquer avec rigueur l'édit, de faire respecter l'édit en faveur des protestants, et lui-même est catholique, mais c'est très compliqué et il est haï, mais vraiment. Il est tellement haï que peu de temps après le mariage, Et le massacre.
qui a lieu le. Non, non, attends, le mariage a eu lieu le 18, le massacre Hmm. commence après. Mais après, attends, je sais pas, peu de temps après le mariage, il quitte ses fonctions et il se barre. Je, Non, je, mais je n'assume non, pas, mais c'est trop le bordel, je me non, casse. je sais pas si tu vois, moi j'aurais été protestant, un gentilhomme protestant, et j'aurais appris ça, je pense, je prends mon cheval, je me tire. Mais honnêtement, parce que ça fait vraiment en dire qu'en gros, entre toi et les Parisiens, il n'y a plus personne. C'est donc, vous avez une situation où des milliers de gentilshommes protestants armés, c'est des gentilshommes qui sont pour certains des chefs de guerre, qui ont d'ailleurs même bien massacré de leur côté également, arrivent en rang serré pour assister au mariage qui est fixé le 18 août. Mariage Euh, entre entre quel acteur? ce fameux mariage qui aura lieu entre que Catherine de Médicis a Non, pas organisé Catherine. entre Non, Catherine de Catherine Médicis, c'est la régente. C'est la reine Catherine mère Christina régente. n'est que si, c'est oui, mais c'est elle qui l'a organisé, elle l'a voulu, elle Oui, a mais qui forcé sont la les main. deux mariés? C'est ce que j'allais dire. Elle organise un mariage entre donc sa fille Marguerite de Valois, qui entrera dans la postérité comme la reine Margot, merci Dumas fils, La famille. et, bah, Henri de Bourbon. Henri de Navarre, notre futur Henri IV. C'est un mariage purement politique, mais l'idée c'est de rassembler en fait tous les partis, donc les partis catholiques, les partis protestants, parce que les partis catholiques, il y en a plusieurs. Le parti des Guises est le plus virulent et le plus puissant, mais il y a des partis plus modérés. On a eu les moyennants qui qui essayaient de trouver des passerelles et des compromis en fait dans la pratique religieuse entre protestants et catholiques, et ils ont été mal reçus par les deux. Vous avez le parti des politiques qui est en fait autour de la reine et qui s'efforce on va dire, Maintient la paix. de maintenir la paix, d'imposer des édits. Ils ne sont pas forcément favorables à titre personnel au protestantisme, et même pas du tout. C'est juste que, est-ce Ils qu'on sont pourrait pragmatiques. éviter de transformer le pays, le royaume en champ de bataille et en terrain de jeu pour les puissances étrangères, s'il vous plaît, et qui s'inquiètent énormément des ambitions des Guises. Mais ce mariage doit réconcilier en fait, surtout réunir tout ce petit monde sous l'égide de la famille royale qui en sortirait renforcé. Le problème, c'est que si le mariage va bien avoir lieu, le reste va beaucoup moins bien se passer. Donc on va pouvoir entamer, on a bien le contexte, j'imagine. Donc on va pouvoir entamer les faits, les fameux événements de la Saint-Barthélemy. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, premièrement, le mariage a eu lieu le 18 août. Comme je l'ai dit, le gouverneur déserte. Le 22, ce n'est pas encore la Saint-Barthélemy, mais c'est ce qui va la déclencher, c'est la tentative d'assassinat sur l'amiral de Coligny. L'amiral de Coligny, en fait, outre l'aspect mariage, a été réintégré non seulement à la cour, mais également au Conseil royal. Donc, parmi les gens qui donnent leur avis au roi et qui, compte tenu de la faiblesse de Charles IX, faites partie des dirigeants du royaume. Autant dire que ça n'a pas plu à tout le Il a une monde. grande influence, ça plaît pas. Oui, c'est voilà, c'est un retour aux affaires et c'est un retour aux affaires pour ce personnage. Et évidemment, il y en a qui n'ont pas apprécié, tellement pas apprécié que il est victime d'une tentative d'assassinat à l'arquebuse alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans son logis. Et là, Tentative, il n'en est donc pas mort. il n'en est donc pas mort. Il est quand même salement amoché, hein. Il a pris une balle dans le bras qui est bien logé, donc dans le bras gauche. Il a perdu un doigt. Bon, bref, c'est quand même assez. Il est quand même très gravement blessé. Là, il se passe que ce que font les protestants, qui sont outrés parce que dans la paix, ils sont entrés à Paris dans la paix du roi, et ils sont donc ça ne va pas du tout. Et ils réclament justice.
Donc, ils font le siège du roi et enfin le siège, ils ne siègent pas militairement, mais ils réclament que les coupables soient punis, etc. Les Guises font mine de quitter Paris. Et en fait, ça c'est particulièrement malin parce qu'en fait, ce qui fait que Ça en les fait exonère. non, ça les exonère pas, ça même tendance même à les incriminer. Mais les protestants vont avoir accès. En fait, c'est vraiment une question de porte et d'antichambre. Comment avoir accès au roi? Bah déjà, il faut être dans la même pièce que lui. Et donc, si vous mettez des gens en armes entre lui et machin, vous rentrez pas. Si vous n'êtes plus là, et ben les mecs ils rentrent et ils commencent à faire pression sur le roi. Donc, en fait, les protestants vont être libres de faire pression. Ce qui va, ce qui va entraîner la réaction suivante, c'est que, bon, on n'est pas sûr à 100%, mais il y a quand même de fortes chances, c'est que le 23 au soir, le conseil est 3, donc le roi plus un petit nombre des conseillers les plus influents, auront décidé d'appliquer une justice extraordinaire au chef militaire, au chef du parti protestant. Ah. Alors, justice extraordinaire, ça veut dire mise à mort, tu as vu. C'est-à-dire. Parce qu'ils ont demandé justice. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'il faut comprendre c'est que déjà, premièrement, on ne force pas la main au roi. Ouais. Deuxièmement, il y a le coupable, on n'est pas sûr de qui c'est, donc il ne peut pas trouver un coupable. Deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont quitter en armes et ça va être tout de suite la guerre. Mais donc, s'ils obtiennent pas cette situation, c'est la guerre. Donc, l'idée est venue. Bon, l'idée, c'était on va décapiter la tête militaire et politique, qui est la même chose, du parti protestant pour éviter d'entrer en guerre, de redémarrer la guerre civile et Au moins d'avoir un d'imposer avantage en cas de guerre. voilà, là, il faut comprendre que là, c'est plutôt la précipitation. C'est une mesure préventive. Là, il faut aussi savoir que c'est pas parce que alors, faut pas tordre le bâton dans tous les sens. Catherine de Médicis, dans la littérature et dans la vision des protestants, est comptée comme une infâme, une monstrueuse sorcière italienne, mangeuse d'hommes qui empoisonne à tour de bras, à tire-larigot et qui complote, et que tout ça n'était qu'un vaste complot pour tuer tout le monde. Alors qu'elle a Non, œuvré à la tolérance de manière générale depuis plusieurs années. c'est ça. La vérité, c'est que c'est pas pour autant que Catherine de Médicis et son fils soient fans du parti réformé. Elle les déteste, hein, à titre Oui, non, mais personnel. c'est le sens ancien de tolérance. C'est-à-dire Voilà, qu'on c'est ça. on accepte l'existence Et il de faut quelqu'un savoir d'autre, qu'il s'est passé quelque chose, c'est mais pas plus. qu'en 67, je crois que c'est 67, il y a eu ce qu'on a appelé la surprise de mots. Surprise, en fait, c'est une tentative d'enlèvement de la personne du jeune roi Ah, et de sa mère d'ailleurs, par un parti protestant. Ça a échoué. ah oui, oui, Et c'est ils ont vrai. été exécutés. Autant dire que, vous voyez l'ambiance, Ça ne ça se va fait pas. pas. Ça ne Non, se non, fait non. pas Donc vraiment. la confiance entre que aux personnes ne se fait confiance. Donc dans ce contexte-là, ça s'explique Hmm. parce que si le plan c'était d'avoir le projet royal, ça avait été D'apaiser la situation, mais là tout le monde est sous pression. d'apaiser la situation et tout le monde est sous pression. Bon, l'attentat ruine ruine cette tentative. Il y a eu des idées comme quoi l'attentat aurait pu être commandé par Catherine de Médicis, mais Ça n'aura pas de parce sens. que finalement elle aurait dit non mais il a trop d'influence et puis il veut faire la guerre aux Espagnols pour aider les protestants euh, qu'on n'appelait pas encore Les hollandais à Néerlandais. l'époque, Les Néerlandais. euh, qu'on n'appelait pas encore hollandais à l'époque. Oui, mais d'une part, ça veut dire que c'est pas parce que c'est une femme qu'elle va changer d'avis toutes les 5 minutes. Non, parce que le côté, elle est complètement, voilà, ça c'est Ça sent plutôt un complot déguise quand même. voilà, oui, c'est quand même, et c'est surtout que déclarer la guerre aux Habsbourg, ouais, tout le temps, pourquoi pas.
Ça veut dire, à un moment, la géopolitique n'a jamais perdu ses droits. Que ce soit du premier manifeste de Luther jusqu'au règlement de la guerre de 30 ans, la géopolitique en Europe ne perdra jamais ses droits. Il y aura des protestants contre des protestants, des catholiques contre des catholiques, des alliances catholico-protestantes. Il n'y a aucun problème. Donc, Alors, on constate tout de même que tout le temps des guerres de religion en France, le Royaume de France ne mène aucune guerre extérieure. et Pour surtout concentrer que qu'elle est sur ses affaires internes. déjà qu'en fait d'envoyer une guerre, il n'y a rien de tel quand même pour calmer les excités. Oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un hasard si la situation explose en France après le traité de Cateau-Cambrésis. C'est-à-dire que vous avez toute une petite noblesse, peu importe sa confession, qui vivait Guerrière. de la guerre. Ouais. Ils ne vivent que de ça. Parce que bon, la terre, ils sont pas si bons gestionnaires que ça, donc leur terre ne rapporte pas tant que ça. Il y a eu 11 guerres d'Italie pour les former. Il n'y a pas eu les places à la cour sont très chères, donc vous avez toute une petite noblesse qui est une noblesse limite de service. Alors c'est pas aussi formel qu'en Espagne, vous avez les hidalgos qui ont vraiment pas une thune et qui vivent que de leur épée, mais où ils ont un statut particulier par rapport à la grande noblesse, c'est un peu inscrit, les grandes. Mais là, concrètement, c'est la même chose. Vous avez plein de gens qui ne demandent qu'à se battre. Et les envoyer se battre, se faire tuer dans les Flandres, oui. Donc l'idée que ce soit un complot royal, je parle de la tentative d'assassinat de l'amiral, hein, pas le reste. Oui, oui. Non, ça ne tient pas debout. Les Guises, ça sent le truc à 2 km. Alors, quelle Guise? Parce qu'il y a plusieurs. Parce qu'en fait, on dit il y a le duc de Guise qui est le chef du parti. Oui, mais en fait, dans un parti nobiliaire, le problème, c'est que chaque personnage qui a un tant soit peu de nom, de crédit, d'argent peut mener son propre jeu. Donc vous avez un nœud totalement inextricable de rivalité de maison et d'ambition personnelle qui rend la chose Un très peu très difficile. illisible. Voilà, c'est ça. Il y a même une thèse comme quoi le frère du roi, le futur Henri III, le duc d'Anjou, aurait été de mèche avec de Guise parce que renverser la table et pour que ces deux jeunes gens, parce qu'ils sont très jeunes, le duc de Guise a 22 ans par exemple, prennent une plus grande importance. Ça fait sourire Mais quand on sait ce qu'il va faire aux gens de la Ligue, le futur Henri III. oui, enfin c'est surtout ce que eux vont lui faire, surtout. Mais bref. Oui, bon, disons qu'ils vont bien se rendre les choses. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est à côté, Game of Thrones, c'est un jardin d'enfants, hein. On devrait faire. Je rêverais d'une mini-série hein, de qualité sur On cette a eu, période-là. on a eu la série La Reine Margot, je crois. Non, c'était un film. C'était un film, oui. Il était très bien d'ailleurs. Bref, l'ordre est donné et qui va se charger donc de la besogne? Bah, les troupes du duc de Guise. Oui, bah tant qu'à faire, hein. Donc Vous êtes d'abord, motivé pour casser les protestants, allez-y. l'amiral de Coligny est assassiné, plutôt achevé, donc au Il est pied de son lit. défenestré, c'est ça? Non, ils l'ont tué quand même. Ils l'ont jeté de son lit, ils l'ont percé à coups d'épée, ils l'ont balancé par la fenêtre. Le Ensuite, le pauvre bon homme. peuple, l'a balancé son corps à la flotte, puis l'a repêché, puis l'a mutilé de toutes sortes en découpant, puis à la fin son corps décapité a été pendu par les pieds à mon. Oui, ça a été fait. On dirait presque le supplice de Rasputin, sauf que lui est Non, resté en c'était. vie. Voilà, c'est ça. Jusqu'ici, donc là, c'est vraiment une frappe d'élimination Chirurgical. très très maîtrisée. D'abord, les nobles protestants qui étaient logés au Louvre sont évacués du Louvre sous un prétexte quelconque, puis éliminés dans la rue. À la sortie du Louvre. Puis ensuite, ceux qui étaient logés dans les faubourgs ont été ciblés et éliminés. Donc c'est vraiment une opération extrêmement pensée en fait, hein. Ça fait, à mon avis, Ça nous il y a rappelle un peu les Templiers de la dernière fois.
Voilà, mais c'est une élimination mafieuse. Mais l'idée, c'est que là, en l'occurrence, peut-être que la décision a été prise précipitamment, mais en tout cas, il y a ceux qui l'ont fait, ils pensaient depuis un certain temps. Et puis là, le peuple décide de se joindre à la grande fête. Oui, parce qu'en fait, comme on sonne le tosquin pour fermer les portes, en fait, ça provoque la sortie de la milice, des gens qui s'arment. Ils voient Tu vois que ça tue des gens en pleine rue. des gens partout. Ça y est, c'est les protestants. Les protestants s'en prennent au roi, machin. C'est pas les tueurs de Guise qui vont les détromper. Donc, et puis de toute façon, ils avaient très très envie quand même d'en découdre parce que ça fait quand même parce qu'il y a des incidents depuis des années entre protestants et catholiques. Il y a du harcèlement, des agressions, etc. Donc le massacre commence et là c'est la partie spontanée, populaire. Ça dégénère. Voilà, c'est en fait là ça massacre à tour de bras. Et si et s'il y a eu et je serais incapable et personne ne pourrait vous donner le nombre de victimes. Je On crois qu'on parle de estime que 15 000 à Paris, c'est ça? plutôt 3000, mais en fait on peut pas vraiment le savoir parce que les victimes ont été sciemment balancées dans la Seine. Oui. Et de balancer dans la Seine, elles ont été, et on faisait en sorte, les cadavres étaient mutilés, balancés dans la Seine. Et il y a même des tentatives pour empêcher que les corps puissent être repêchés et enterrés. Il y a vraiment le but vraiment un but d'anéantissement. Et surtout, ni les protestants, enfin les protestants un peu si pour des raisons pratiques, parce qu'il fallait dans les familles savoir qui était mort après pour des questions de deuil et aussi d'affaires d'héritage. Mais en fait, il n'y a pas eu de volonté de retourner et de compter. En fait, le truc de compter les victimes à la clavicule presse, c'est un truc ça nous appartient à nous modernes. Pour eux, non. On en a tué plein, c'était génial, Deus Vult, super. Mais il n'y a pas eu vraiment de volonté de compter. Donc en fait, il faut aussi savoir que à ces victimes parisiennes, donc, il y a eu les protestants de passage, puis les protestants qui vivaient à Paris, puis les étrangers, notamment les Italiens, qui n'étaient pas protestants, mais on s'en fout. Euh, et Ils ont de puis, l'argent. voilà, bah oui, bien sûr, il y a eu des pillages pas possibles. Dans les recommandations, je ferai aussi petite recommandation bibliographique, si vous voulez lire un livre dessus. Euh, On les verra bien massacres ça. vont durer à peu près jusqu'au 30, mais dès le 24, le Charles IX donc, tente de faire arrêter les tueries, mais aucun succès. Hein. Les massacres vont s'étendre dans tout le royaume, de proche en proche, mais c'est pour dire la vitesse, on massacre à Orléans dès le 25. Les nouvelles vont vite. Hein. Et jusqu'en octobre, en fait, ça va Un toucher jour de voyage à cheval. ça va toucher tout le pays. Dès le 26, en revanche, le roi va tenir un lit de justice, donc est Assemblée au convoqué Parlement. Parlement de Paris. au Parlement de Paris, où il va endosser la responsabilité de l'assassinat des chefs protestants. Donc, au motif que il y avait un complot contre sa personne, etc., etc. Donc, la volonté royale de prendre quand même la décision d'éliminer de décapiter le parti protestant est quand même tout à fait pardon hop, tout à fait clair. Elle est assumée. Donc ça ne fait pas de doute. Le fait est que est-ce que c'était vraiment le but? Est-ce que c'était vraiment ce qu'on voulait? Et là, quand on voit les conséquences, on peut se dire que ça n'a pas du tout été planifié. Ce qui devait être une décapitation d'un parti politique s'est transformé en massacre de masse. Oui, c'est ça. Donc ça, pour le coup, déjà, c'est un fiasco. Même si il y a eu des TDM, des machins, des courriers diplomatiques, notamment de Philippe II. Vous savez, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais parce que c'est Philippe II quand même. Bah oui, c'est Mais ça. sacré Philippe. Mais le truc, c'est que Ça va déclencher concrètement, une nouvelle guerre en plus, il me c'est semble. surtout que l'idée, c'est qu'après, il faut rétablir la paix du roi. Et là,
Pour les conséquences, on peut dire la paix du roi, tu peux te brosser. C'est le L'autorité roi royale lui-même est qui l'a violée, c'est compliqué. oui, voilà, c'est ça. L'autorité royale en sort complètement affaiblie. Déjà, premièrement, parce que les protestants qui jusqu'ici jouaient un jeu qui consistait à dire il faut en appeler au roi pour rétablir la paix. Il n'est pas nécessaire de contre les excités, etc. Bon, là, ils arrêtent. Donc là, ils n'en appellent plus, ils n'en appelleront plus à la couronne pour servir pour la paix. Ils vont s'organiser de façon indépendante. Les territoires protestants vont être organisés sous le sigle de l'Union, la bannière de l'Union des protestants du Midi, avec ses capitales, comme Montauban, son port, comme La Rochelle, et en fait, c'est le quart sud-ouest du pays qui va être du royaume qui va être qui va entrer Sécession. en sécession. J'ai pas d'autres mots en fait pour. C'est ce qu'on a appelé les provinces unies du Midi. Voilà, c'est ça, Où, les provinces unies du Midi. Et ça forme un bloc qui va être quasiment impossible à réduire par la seule force. Parce que les Guises, oui, sont au sommet de leur influence. Là, ils ont les Montmorency, faut être très clair avec ce brave gouverneur, duc de Montmorency, le gouverneur de Paris. S'il était resté, il serait probablement mort. Ou alors il aurait perdu toute influence. Les Guises sont au sommet de leur influence. Cette fois-ci, ils vont avoir la main, vraiment. Mais qu'est-ce que ça va leur apporter? Rien. La quatrième guerre, qui commence immédiatement après le massacre, et qui va durer qui va 72-74, oui, va en fait, grosso modo, se résumer au siège de La Rochelle, qui est indispensable. La Rochelle est indispensable pour couper les protestants de toute aide extérieure. Mais ça, le siège va être un échec. D'ailleurs, un échec. Le duc d'Anjou, donc, futur Henri III, ça va être son échec, puisqu'il va y aller, il va s'y enliser, ça va être un beau fiasco. Donc, les protestants ne seront pas réduits. L'autorité royale est tellement mal en point que maintenant des thèses sur la limitation du pouvoir royal, la possibilité de renverser ou de désobéir à un roi qui deviendrait un tyran, etc. ça va venir plus tard. ça va Oui, s'appliquer un c'est peu plus vrai, mais tard. ça commence maintenant, et c'est les protestants qui ont commencé. Et le plus drôle, c'est qu'après, ce seront les catholiques qui reprendront ça Avec Henri III. avec Henri III. Et pire encore, bon, après, pour le duc d'Anjou, Charles IX, qui est pas d'une très bonne santé de toute façon, va mourir en 74, et le règne d'Henri III va commencer par la conjuration des malcontents qui va déboucher sur une cinquième guerre. Et là, c'est une guerre qui va opposer d'un côté le roi et les Guises, et de l'autre les Bourbons et les Montmorency. Derrière le propre frère du roi, en guise de donc le duc d'Alençon, qui ne régnera jamais, puisqu'il va mourir avant Henri III. Le programme, c'est la tolérance pour les protestants, et surtout un programme de limitation du pouvoir royal. Il faut monarchie mixte, rétablir les prérogatives des grandes familles, le roi en son conseil avec les nobles, les états généraux convaincus à intervalles réguliers, etc. Donc là, c'est une véritable fronde. Une véritable fronde qui est moins connue que la fronde que Louis XIV a connue, mais qui montre le niveau d'affaiblissement considérable de la monarchie. Les Guises, en fait, ne vont rien gagner, parce qu'après, le parti des malcontents va être démantelé, parce que Henri III va réussir à jouer
les malcontents catholiques contre les malcontents protestants, etc., etc. Mais en finale, il va quand même se tenter de s'affranchir des Guises. Ce qu'il va faire un peu brutalement. Oui, non, mais ça va prendre quand même plus de temps que ça. Faut pas non plus aller trop vite, mais je vais pas aller au-delà de 74-75 parce que là, on va aller sur Oui, le, on on va s'éloigne aller un peu trop du sujet. un peu trop du sujet. Le truc, c'est que dans l'absolu, personne n'a rien gagné du tout. Ni les Guises, évidemment pas les protestants. Et même à la rigueur, les vainqueurs, ce sont les protestants. Alors qu'ils sont censés avoir perdu une partie de leur chef. Une bonne partie de leur chef, mais les princes du sang n'ont pas été touchés. Toute la famille, oui, ils ont massacré des nobles, mais ils n'ont pas massacré les princes de sang. Donc cela ne, bon, Henri de Bourbon a dû se convertir et il était plus ou moins otage jusqu'à ce qu'il se libère en 76. Et en 76, il deviendra d'ailleurs le chef du parti protestant. Mais il n'y a pas de... C'est un pacte total. Il y a nada. C'est là où on voit qu'il n'y a pas eu du tout Transformation de l'essai. Ouais, absolument aucune. Il y a personne n'a les moyens militaires de vaincre, personne n'a les moyens. Il n'y a pas de solution politique. La seule chose qui reste en face, c'est l'agonie d'une dynastie qui n'a aucune solution. Alors, donc, oui, la responsabilité des Guises dans l'assassinat, honnêtement, c'est quand même l'hypothèse la plus crédible. Il est possible qu'un partisan des Guises ait décidé de prendre cette initiative, parce que les nobles sont pour la tentative d'assassinat du duc de Coligny ou l'assassinat final? Pour la tentative d'assassinat. Oui. Mais la vérité, c'est que ça serait quand même bien pratique. En vérité, l'aristocratie et en particulier les Guises sont totalement hors de contrôle. Donc en fait, s'il n'y a pas de, soit vous leur donnez à bouffer quand vous distribuez les prébendes, soit c'est vous qui vous faites bouffer. Voilà, et c'est eux qui. Et donc, le problème du projet de Catherine de Médicis, c'est qu'elle n'a tout simplement pas les moyens de le mettre en œuvre. Tout simplement. Parce qu'elle n'est que. En fait. Elle n'est que pas régente, elle est reine-mère, parce que elle est régente uniquement quand elle a été régente quand le roi est en minorité. Voilà, c'est ça. Mais elle garde une grande influence tout de même au conseil du roi. Oui, très très clairement, parce qu'ils sont très jeunes et qu'ils sont probablement pas bien gâtés par la nature. Hein. Sauf Henri III quand même, qui va plutôt bien s'en sortir. Mais, oui, mais on va dire que Charles IX, bon, on va pas faire des hypothèses sur son état mental ou physique. Bon, physiquement, il était quelqu'un de faible. Physiquement, il avait beaucoup de problèmes de santé. Il va mourir prématurément, justement. Mais on peut dire que France, ce sont des gens qui sont assez faibles. Ils sont complètement dépassés par la situation. C'est un peu le dernier qui parle qui a raison. Voilà. Donc, est-ce que pour autant, on peut parler de fourberie pour la monarchie? Est-ce que c'est fourbe de tuer des ennemis religieux déjà, hein, parce que c'est un peu tout est permis. Hein. Eh ben, en l'occurrence, oui, quand même, parce que quand vous leur laissez un sauf-conduit et vous assurer qu'ils peuvent rentrer dans une ville et qu'ils finalement ils en sortent par la rivière et sans tête, c'est qu'il y a quand même un problème. Après, c'était peut-être pas le projet de départ, mais non, c'est la grosse différence c'est pour ça que j'ai choisi un peu ce cas de figure, mis à part le fait que c'est très connu, par rapport au procès templier, où vous avez quelqu'un, Philippe le Bel, qui est totalement maître de ce qu'il fait et qui a fait exactement tout ce qu'il voulait. Même si le résultat pas toujours, même si ça a été peut-être plus compliqué qu'il l'aurait pensé au début. Là, vous avez vraiment une situation qui dégénère. C'est une situation qui dégénère et c'est surtout une solution de repli précipité.
Si on ne peut pas obtenir la paix en mettant tout le monde d'accord derrière un beau mariage, bon, on va tuer telle petite personne et refaire l'unité autour des gens, autour des autres. Sauf que bah, le fait est que les catholiques modérés Montmorency et même le propre frère Duvrat, 2 ans après, entre en conflit armé avec le roi, prouve que non, on n'a rien, il n'y a pas eu l'unité ne peut pas être faite dans ces conditions. Et donc, du coup, Donc, quel est là-dessus l'avis des historiens? Qu'est-ce qu'ils en pensent de cet événement, des décisions du roi, des Guises, tout ça? alors, je vais faire un rapide survol à la serpe, voire même au taille-haie. On va conserver deux approches. Deux approches qui en plus ont l'avantage de se succéder dans le temps et ça permet aussi d'avoir un peu une idée de base sur l'histoire en tant que science, en tant que discipline. On va dire que grosso modo, si je m'en tiens au 19e siècle, hein, non, pardon, au 20e siècle, du début du 20e siècle jusqu'aux années 60, début des années 70, les historiens privilégient les facteurs politiques, sociaux et économiques. C'est un peu c'est une approche que pourrait qualifier de matérialiste. Donc, le facteur religieux est un peu évacué. On considère que C'est purement du pragmatisme politique pour eux. de conflit politique. C'est aussi un conflit social parce que là, il est vrai que les réformés sont surreprésentés dans la bourgeoisie. Alors la bourgeoisie, pas au sens marxiste du terme, hein, au sens médiéval, c'est-à-dire des gens qui vivent dans les villes et Ce sont les bourgeois. qui exercent un métier. Bah, C'est-à-dire, ce sont généralement des gens qui savent lire et écrire, vu qu'ils lisent eux-mêmes ils lisent leur voilà, Bible traduite. ils sont artisans qualifiés, gens de robe, Ce sont des gens de bien. etc. Voilà, mais même c'est pas. Ben voilà, attention, il y a quand même des protestants. Vous en avez dans toutes les couches sociales, mais cette couche-là est surreprésentée. Ce qui peut provoquer un conflit de classe avec la majorité catholique. Est-ce qu'il faut aussi la paysannerie a été largement, en tout cas en France, hein, très largement, et excepté dans certaines régions euh, comme les Cévennes, etc. Dans l'ensemble, la paysannerie reste complètement hermétique au protestantisme, dans son immense majorité. Ça a une À image son, de alors, religion d'élite et non, urbaine. c'est juste que non, c'est même pas que ça leur parle absolument pas. C'est qu'ils sont le pays est tellement cloisonné que personne n'est allé les chercher. Et tout le monde s'en fout. En fait, les protestants, bon, ils sont au maximum, on va dire, 2 millions à Ce leur qui est pas pic. mal. Après, à la fin des guerres de religion, ils sont encore 1 million. Parce que à partir du massacre de la Saint-Barthélemy, là, il y a de la conversion. Curieusement, il y avait des massacres, en fait, mais il n'y a pas eu de conversion de force. Là, il y a des conversions de Ça force à commence à partir de faire la peur. Saint-Barthélemy. Mais, mais voilà, l'idée, c'est que la paysannerie, en fait, elle est complètement fragmentée en des milliers et des milliers de petites communautés que personne ne va aller Oui, donc prêcher. Enfin, ils n'ont faudrait pas déjà. d'intérêt à aller les voir. Non, voilà, donc Et voilà, l'idée c'est que et puis les protestants se voient très bien comme le peuple élu, comme les vrais chrétiens, au milieu des méchants, des des gentils bouseux. des catholiques et des catholiques romains et que pour qu'ils vont pas aller leur apprendre à lire. Donc il y a aucun problème avec ça. De toute façon, ils ont peut-être dans l'immédiat d'autres préoccupations. Donc là, ça veut pas dire que il y a forcément une religion forcément que une élite et qu'il n'y a pas eu des protestants Non, mais elle a cette image. en milieu rural, mais là, cette image existe. Faut aussi savoir aussi que le facteur jeu a beaucoup été diminué justement parce que à la fois
dans la haute géopolitique, celle-ci n'a jamais perdu ses droits, donc du début à la fin, et qu'au niveau local, et même en parlant justement des paysans, très souvent, il y a eu d'innombrables conflits sociaux, des révoltes, où le facteur religieux n'avait absolument aucun impact. Parce qu'il faut bien connaître que cet grand affaiblissement du pouvoir royal a été permis, pour une certaine noblesse, le retour des bonnes vieilles pratiques. Donc, ça a été protestant et donc vous avez une réféodalisation des campagnes, surtout dans les zones les plus disputées, avec des comportements aussi abusifs, que ce soit de la part de seigneurs protestants que de seigneurs catholiques, qui a entraîné de violentes réactions. Et même dans certains cas, quand les paysans ou les révoltés ont parfois même connu des succès, bon après ils se font finalement écraser, mais ils arrivent quand même à faire mal dans un premier temps. Il y avait une des plus importantes, ils devaient prêter serment, les révoltés devaient prêter serment de ne pas aborder les questions religieuses. Donc voilà, faut pas non plus les voir comme des demi-sauvages dans leur marais, quoi. Ils se sont défendus, ils se sont même bien défendus. Mais globalement, en effet, le protestantisme ne va pas pouvoir, ne serait-ce, est-ce que c'était seulement possible de convertir 20 millions de rénicoles, de Français, entre guillemets, si vous voulez. Non, ça paraît quand même compliqué. Les pays qui ont basculé entièrement dans la réforme sont des pays quand même beaucoup plus petits. C'est des petites Surtout principautés allemandes. l'Angleterre, si on veut, pour l'anglicanisme, Ça a si vous été un voulez. processus très long et compliqué pour l'Angleterre. Et particulièrement sanglant aussi. Oui. Mais l'idée, c'est que, avec des stratégies de mise à l'écart des catholiques, des retours de flammes, l'idée, c'est surtout qu'en fait, quand on voit les principautés allemandes, bon, bah, quand le prince se convertit, le reste de la population suit ou s'en va. C'est cuius regio et ius religio à la suite de la paix d'Augsbourg, c'est le principe. Voilà, c'est ça. Bon, bah là, en l'occurrence, ça peut pas avoir lieu. Oui. Même si l'influence de certains élites locales ont pu en susciter des conversions, mais globalement, le mouvement reste relativement. Le protestantisme est quand même très minoritaire, mais il est suffisamment puissant et organisé pour résister et mettre à mal un pouvoir royal qui en fait se retrouve très démuni pour à la fois dans ses tentatives de répression et dans ses tentatives de le réduire militairement. Mais revenons à l'avis des historiens. Donc du coup, il y a l'analyse qui a écarté la religion. Voilà. Et il faut savoir il faut aussi savoir que l'événement lui-même de la Saint-Barthélemy n'a pas suscité grand intérêt chez les chercheurs à cette époque. Dans cette tendance matérialiste, il faut aussi savoir, je le sais bien parce que pour avoir beaucoup étudié l'œuvre de Braudel, qui était un peu Fernand Braudel. le grand historien par excellence des années 50, 60, l'événement en lui-même, l'événement, voilà, comme c'est pas un sujet vraiment. C'est vraiment pas l'histoire se détache volontairement de l'événementiel, donc la Saint-Barthélemy est considérée comme une péripétie, un épisode dans un contexte beaucoup plus large. La Saint-Barthélemy en soi n'est pas vraiment un sujet. Les choses ont pas mal changé à partir des années 70 où les sensibilités des historiens, leurs priorités vont considérablement évoluer. Là, l'histoire, et actuellement des historiens qui sont encore en vie d'ailleurs, et qui sont encore largement dominants, on s'intéresse bien davantage aux facteurs culturels, psychologiques. Il y a eu les annales ont été précurseuses avec l'histoire des mentalités, mais maintenant, et à partir de là, bah, aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, l'histoire culturelle, Cultural History Studies,
les Cultural Studies, ont pris le relais. Donc, vous avez. Et donc là, on s'intéresse aux événements, aux sensibilités, aux mentalités, même aux personnes. On a des micro-histoires. L'une des. Faut que je retrouve son nom. Elle s'appelle Zénon. Nathalie Zénon Martin. Vous avez tous entendu parler du retour de Martin Guerre. Ça me dit quelque chose, oui. Justement, ça se passe justement. Nathalie Zemon Davis, historienne canadienne décédée en 2023, a été un peu la chef de file de la micro-histoire. Elle était spécialiste de la France à l'origine, et en fait, elle a retrouvé et fait l'histoire d'une affaire judiciaire qui a eu lieu au XVIe siècle, pendant la Réforme. D'ailleurs, l'un des protagonistes va mourir dans la version toulousaine de la Saint-Barthélemy. En fait, c'est un soldat qui après avoir disparu, certain Martin Guerre réapparaît pour reprendre sa place dans son foyer auprès de sa femme, etc. Sauf que beaucoup des doutes, il y a des doutes sur son identité, et il va y avoir toute une affaire judiciaire pour savoir si c'est bien lui. Donc finalement, en fait, ce n'est pas lui, c'est un imposteur. Ah. À la dernière minute, le vrai Martin Guerre surgit au procès et confond l'accusé, qui sera pendu. Il y a eu un film qui s'appelle Le Retour de Martin Guerre, avec Gérard Depardieu et Nathalie Baye. Ah oui, tout de même. Un très beau film d'ailleurs. Et c'était cette historienne canadienne qui a exhumé ce truc et qui a fait en fait qui a fait des études de personnes. Ça, c'est totalement et de gens du peuple. Et ça, dans l'historiographie des années 50-60, c'est même pas Oui, possible. c'est la grande histoire. C'est pas Voilà. l'étude des petites gens, on va dire, pour caricaturer. Même pas seulement des petites. Ça aurait pas ils auraient pas apprécié, parce que l'économie et le social, c'est parler aussi des petites gens. Non, l'idée, c'est vraiment un changement d'angle et de sensibilité complètement différent. Mais loin de moi l'idée de valoriser l'un par rapport à l'autre, en fait. C'est quand vous êtes un historien, c'est comme si vous étiez un astronome. Vous prenez une lunette, vous allez la régler et vous allez la fixer sur la voûte céleste, et vous allez voir, ou dans le passé, et vous allez voir certaines choses. Et en fonction de vos réglages, il y a des choses que vous verrez et d'autres que vous ne pourrez pas voir. L'important, c'est d'en être conscient. Mais vous comprenez que, en soi, ce n'est pas que moi, je considère que ça a autant de valeur, en fait. C'est juste, à l'instant T, qu'est-ce qui va vous intéresser le plus? Qu'est-ce qui va vous servir le plus à l'instant T, etc. Mais en soi, l'approche culturelle l'approche culturelle et l'approche matérialiste sont totalement se valent, en fait. C'est juste que les historiens sont pas des machines, donc s'ils ont envie de consacrer la meilleure partie de leur vie à un sujet, ils sont bien libres de proposer un angle. C'est quand même inévitable. Et on n'a pas eu une dernière évolution France, de courant? Pas encore. Je crois pas. Ou alors, en France, le spécialiste des guerres de religion, qui d'ailleurs est un représentant de cette histoire des mentalités, et c'est Denis Crouzet, qui est toujours parmi nous, et qui a donc la thèse c'est les guerriers de Dieu, la violence au temps des troubles de religion. Et il a fait aussi plusieurs. Alors, je recommande pas de l'acheter et de le lire, parce que il est assez difficile à trouver. Surtout, c'est un énorme. C'est sa thèse, donc c'est un énorme volume. C'est un très gros ouvrage. Mais il a une production assez prolifique, notamment un sur la nuit de la Saint-Barthélemy. Si vous voulez voir ce que c'est un rêve perdu de la Renaissance, si vous voulez voir ce que c'est que la micro-histoire de l'événement
avec les témoignages, des survivants, etc., le déroulement des faits, minute par minute, etc. Donc là, Après, c'est un peu particulier. C'est une autre façon de voir l'histoire. Il a fait entre les deux, il a fait plusieurs ouvrages. Donc des ouvrages, vous en trouverez. Le, L'idée, c'est que oui, évidemment, c'est une simplification, mais il faut pas et attention, il ne faut pas croire que c'est pas parce qu'un historien a une approche privilégie l'angle culturel qu'il est complètement aveugle au réel et que les historiens matérialistes qui privilégient l'angle économique et social ne tiennent pas compte de la culture. C'est juste que vous avez un certain nombre d'outils, vous choisissez un dénominateur commun pour votre recherche, et après, forcément, le passé est est en partie inconnaissable. Il y a des choses qui nous seront perdues à tout jamais. On ne saura jamais exactement comment ces gens pensaient. Mais du coup, je vais transformer un peu une question qui avait été posée un peu plus tôt dans le chat par Sephira, pour vous demander quelle place aujourd'hui cet événement occupe dans nos représentations, encore aujourd'hui. Alors, l'événement qui est considéré un peu comme le sommet de l'horreur de la guerre des religions, la, la cerise, Sur le gâteau. la cerise pourrie sur le gâteau empoisonné. Donc l'acmé, et puis là où le royaume va toucher le fond, etc. La France touche le fond en fait. Alors, il faut savoir que les guerres de religion sont considérées sont un sujet d'étude très important en fait pour les penseurs de la modernité, parce que c'est un peu l'anti-modèle. Enfin, si vous voulez construire un modèle, vous avez besoin d'un anti-modèle, souvent. Eh bien, là, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Donc, pour les absolutistes comme Hobbes ou les libéraux comme John Locke, le diagnostic est à peu près le même. Il faut mettre les passions religieuses à la niche. Elles ont mis à bas la paix civile, et quand en fait Hobbes, dans son contexte, qui lui connaît les troubles religieux, dit la guerre de tous contre tous, et le Léviathan pour mettre tout le monde d'accord, la guerre de tous contre tous, c'est souvent des factions religieuses. Le contexte, c'est la religion, qui est considérée comme le facteur chrysogène, en fait. Donc, il faut soit subordonner la religion au pouvoir, soit le reléguer à la sphère privée, comme ça s'appelle l'invention de la laïcité, si vous voulez. Mais en quelque sorte, ça revient un peu au même, en fait. Hein. Donc, plus tard, pour les Lumières, les guerres de religion, c'est le grand combat de l'obscurantisme de moyenâgeux et contre la raison naissante, et incarné par l'État moderne, qui va apporter la solution à la violence religieuse en s'affranchissant en s'affranchissant des passions religieuses. C'est une thèse, c'est vraiment une poutre maîtresse de la pensée occidentale contemporaine. Même des penseurs aujourd'hui, tout le monde pense à peu près comme ça. Au début la religion a mis, a mis le monde, a mis l'Europe à feu à sang. Il a fallu trouver une solution, et l'État moderne a été la solution. Alors, avec une petite nuance, c'est-à-dire que les libéraux ont tendance à passer sous le tapis la phase absolutiste en, en pensant que effectivement on est passé du 18e de la neutralisation de la religion aux guerres de religion sans transition. En réalité, et d'ailleurs, c'est curieusement, c'est un certain Voltaire qui est assez honnête, qui dit ça, pour le coup, c'est sans la poigne Louis XIVienne, il n'y aurait pas eu le doux XVIIIe siècle, etc. Les Lumières et tout, parce qu'il a fallu mettre au pas
la société, mettre au pas les passions, parce que les passions religieuses, c'est surtout ceux qui les manient avec une épée et un pistolet dans la main. Donc en fait, la noblesse. Ah oui, donc en fait, faut mettre au pas la société et donc et surtout la partie de la société qui est en mesure de mettre, de foutre le feu à la paix civile, parce entre l'humble cordonnier et l'aristocrate avec sa clientèle, ses armes, son armée, ses armes, son argent, son réseau, il y en a un qui est plus dangereux que l'autre pour la, pour la paix civile. Donc il a fallu instaurer un État fort pour que pour séparer pour subordonner le religieux au politique. Ouais, la pire chose possible pour Hobbes, il me semble, c'est justement ce que vous avez dit, la guerre de tous contre tous, c'est la guerre civile. Ouais, voilà. Et mais concrètement, pour lui, concrètement, l'exemple concret qu'il en a, c'est les affrontements de factions religieuses. C'est ça qu'il a Surtout sous qu'il les yeux. vit à l'époque de la guerre civile avec le Commonwealth, Cromwell, je crois. Oui, voilà. Donc en fait, le motif de la guerre contre tous, c'est souvent religieux. Le truc, c'est que évidemment, comme tous les anti-modèles, c'est que les guerres de religion en soi sont, pour ainsi dire, un mythe. Alors les gens se sont vraiment entretués. C'est parce que mais en réalité, est-ce que le conflit qui a mis à feu à sang le XVIe siècle et donc la France, était-il vraiment religieux? Ça, c'est une déconstruction du terme sur une déconstruction de ce mythe. Alors là, pour le coup, alors c'est pas, je l'ai pas classé en historien parce que c'est pas une réflexion historienne, c'est de la philosophie politique, c'est de la théologie. William T. Cavanaugh, professeur de théologie américaine à l'université de DePaul dans l'Illinois, avait fait un livre qui s'appelle Le mythe de la violence religieuse, idéologie séculière et violence moderne. L'idée, c'est qu'il fait ça a été édité en français à l'Homme Nouveau en 2009. C'est un ouvrage assez accessible et et qui est très trouvable en français. Et c'est surtout, bon, les 3 premiers chapitres, sur les 4, j'en ai les 3 premières parties qui sont les plus intéressantes. C'est qu'en fait, lorsqu'on dit que la religion est la cause de la guerre, le problème, c'est que ce que nous entendons comme religion et ce qu'au 18e, donc là où, au fin 17e, 18e, on entend par religion, n'a pas le même sens au 16e. Et donc, En du coup, c'est fait, une question de perception et de la langue qui a changé. bah, c'est qu'en fait, le terme même de religion, quand vous utilisez le terme religion à l'heure actuelle, et comme c'était il y a le 18e siècle, déjà, vous partez du principe qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Vous avez, Alors qu'à l'époque, ils pensaient qu'il y en avait une unique qui était vraie. voilà, c'est ça. Donc, en fait, et le terme même de religion est assez peu utilisé, en fait. Au Moyen Âge, il est quasiment inexistant. Il émerge, il commence à émerger dans l'époque moderne. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est un nom d'origine romaine sur lequel Saint Augustin a beaucoup glosé d'ailleurs, Religaré. mais religaré. Mais en fait, justement, Saint Augustin, quand il parle de ce terme, il lui pose un problème parce que c'est un terme qui était utilisé par les Romains païens et qui en fait n'a qu'un lien assez indirect avec le culte. De la religion, en fait, ça veut dire obligation, en fait. C'est ce qui vous relie. Et en fait, ça peut être un rapport avec le divin, mais ça peut être vos obligations professionnelles, familiales. En fait, du religieux, il y en a partout. Oui, c'est de la sociabilité Et religieuse, on peut dire. Enfin, deux fois. c'est plus que de la société, parce qu'il y a une notion d'obligation extrêmement forte, et que si vous entravez ça, si vous allez à l'encontre de ça, vous mettez en dehors en porte-à-faux avec tout le corps social. Donc c'est pas juste, c'est une dimension assez lourde, mais c'est extrêmement diffus en fait. Vous en avez partout. Et les gens vivent leur foi au XVIe siècle de façon
absolument totale. Il pense oui, la guerre est imprégnée de religion, mais tous les aspects de la vie sont religieux. Donc les motivations, les gens vont pas, ils s'entretuent pas pour l'Eucharistie ou la transfiguration du Christ. Ça, Pour ils la vérité. s'entretuent pas pour la vérité, donc pour des motivations avant tout politiques et économiques. Mais là, c'est juste en fait, oui, il y a de la religion, mais il y en a partout. Leur vision, ils sont totalement imprégnés de religion. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les comprendre. Parce que nous, nous déjà, et je dis nous jusqu'au dès le XVIIIe siècle, nous avons changé. Nous vivons la religion comme un truc qui nous appartient. Ça peut être très très important, machin truc, mais qui est un truc parmi d'autres trucs. La religion, la On a un rapport politique, très la vie privée, distancié, etc. oui, c'est ça, distancié La avec elle. distanciation, elle s'est faite, en fait. Elle va commencer déjà au XVIe siècle, mais c'est déjà très imperceptible. Au XVIe siècle, la piété, la foi se vit comme au Moyen Âge, donc elle ne se pense pas. La séparation, et même les protestants qui pourtant désenchantent le monde, ce qui leur vaut la haine inextinguible des catholiques, en disant non, Dieu est transcendance absolue, les saints, les machins, les signes, tout ça, vous oubliez, c'est du paganisme, c'est du paganisme. Mais eux aussi ont une vision totalement. Essayez donc de séparer le religieux du politique à Genève sous la férule de Jean Calvin. Essayez pour voir. Vous allez être bien Ça va reçu. pas très bien se passer. Oui, ça va être chaleureusement d'ailleurs. Mais non, mais l'idée c'est que non, c'est pas. Donc en fait, le problème c'est qu'on doit traiter on parle de gens dont on n'arrive tout simplement pas à comprendre comment ils fonctionnent. Du coup, nous sommes immédiatement, nous versons tous en fait dans le péché d'anachronisme. Soit nous les voyons, et c'est Game of Thrones, en fait, on les voit qu'en fait, là, c'est-à-dire qu'en gros, la religion est une vaste blague, et ils le savent tous, et en fait, ce sont d'ignobles cyniques qui ne pensent qu'au pognon, au cul, et au titre, et à leur réputation. Ou alors ils sont religieux au sens, ce sont des zélotes et des gens fous furieux qui sont totalement irrationnels et incapables de prendre une décision rationnelle, contrairement à nous les modernes. Donc en fait, on a énormément de mal à penser comment ces gens fonctionnent. Ouais. Alors Cavano ne s'en prend pas ne critique pas les historiens à proprement parler, parce que les historiens font justement, ils utilisent une focale sur une façon de traiter leur sujet. Il est plutôt en revanche très critique avec les essayistes, les penseurs politiques. En fait, le thème de son livre, c'était de montrer que euh, euh, dénoncer la violence religieuse est une façon souvent d'exempter la violence pas religieuse. Par exemple, et qu'en fait, dire que oui, bon, les horreurs des guerres de religion, mais nous, on est passé à autre chose, contrairement, mettons, à d'autres qui ont et voilà, mais nous, on tue pour du pétrole, donc on est vachement plus cool, et puis voilà, quoi. Donc en fait, Nous, on est éclairés et eux, ils sont obscurantistes. voilà, c'est ça. En fait, tout le discours sur les guerres de religion, en fait, dans le discours politique, pas pour les historiens, revient à dire que nous, on a réussi à trouver la solution. Grâce à un État moderne, une société laïque, etc., et une société qui se laïcise, etc., et qui va faire laïciser la société, etc., etc. Il y a juste un petit problème. Alors, juste un. C'est pour ça que je n'aime pas la philo. J'ai horreur de la philo politique parce qu'ils ont tendance à instrumentaliser l'histoire comme ça leur chante. C'est que l'émergence de l'État moderne précède les troubles du XVIe siècle. Ah bah oui, ah bah si, ah si. On dit si la solution ça consiste à ce que l'Église soit absorbée par l'État ou mise de côté, ah ben, je suis désolé, mais la pragmatique sanction, c'est C'est 1438. ça. Et puis, déjà, François Ier Le exerçait un pouvoir
précurseur en un sens de Ah celui bah, que sera le pouvoir de Louis XIV, même si c'est pas. voilà, c'est ça, le concordat de 1516. Donc en fait, l'État moderne émerge déjà. Enfin, il y a la première tentative où en fait un roi de France envoie un commando casser la gueule au pape quand même. Philippe le Bel, c'est quand même très tôt. Dès que l'État se solidifie, l'État Dès qu'il déploie une veut exercer administration. il déploie surtout la volonté d'avoir le monopole de l'autorité. Oui. Et donc forcément les affaires religieuses sont et donc comment ne pourrait-il pas comment ne pourrait-il laisser le monopole de l'autorité religieuse à à une autorité qui n'est pas la sienne? Enfin, non. Et il ne faut pas croire que oui, les Français, le gallicanisme, le très catholique Philippe II dirige d'une main de fer les affaires religieuses de son royaume. Il y a, dans Cavano a trouvé un truc très rigolo, c'est qui disait, écrive d'une lettre du pape à Henri II, et qui dit de façon un peu désabusée, je ne vois pas pourquoi vous vous feriez schismatique, vu que vous êtes plus que pape en votre royaume. La vérité, c'est qu'en fait, pour les acteurs, donc pour le pape, pour le roi, le problème, c'est que si François Ier, même lui-même, pas hostile à l'humanisme et à l'évangélisme, peut-être à titre personnel, décide de sévir, c'est parce que son autorité a été Oui. défiée. Enfin, en tout cas, il le voit comme ça. Et son point de vue est plus important que celui du Pékin moyen, dans le contexte de l'époque. Et que surtout, il est très clair qu'en fait, l'enjeu entre donc quand on voit des acteurs est parfaitement connu, c'est qu'en fait, C'est quand la les princes prédominance politique. protestants, quand princes se convertissent au protestantisme, ils cherchent tout simplement à accroître leur pouvoir, à consolider leur autorité. Les grandes monarchies catholiques ne l'ont pas fait tout simplement parce qu'elles n'en avaient pas besoin. Oui. Ah, mais de Ah oui, devenir réformé, ça permet pour un prince, qui est indépendant bien sûr, de récolter, de saisir les biens des monastères, d'être le chef de sa propre église locale et ce genre de choses. C'est pratique. eh ben, il y en a un qui a fait mieux, c'est le fondateur de la maison Hohenzollern, parce qu'il était grand maître de Oui. l'ordre des Chevaliers Teutoniques. Il est Ah, carrément il a créé sa propre dynastie. il était pas fondateur de la dynastie Hohenzollern. Disons il est devenu grand maître de l'ordre teutonique. Il s'est converti et il a hérité ensuite du margravat de Brandebourg pour ensuite à terme donner naissance à ce qu'on connaîtra avec le royaume en Prusse. Hmm. Et c'était pas le premier Hohenzollern. La vérité, c'est que tout le contexte, et qui dépasse bien l'explosion de violence et l'éruption de ce brave Luther et de ce pas si brave et de ce brave Calvin, c'est que c'est la concentration du pouvoir entre les mains des monarques. Oui, Et c'est l'Église, pratique. et les églises, c'est du pouvoir. Donc voilà. Donc certes, ça ne veut pas dire qu'il faut tordre le bâton dans l'autre sens et dire qu'il n'y avait pas un problème de sensibilité enfin, les Parisiens n'ont pas massacré les protestants Pour pour les leur raisons salut et le salut de l'humanité. non, pour l'aspect politique, pour des histoires de haute politique. Ils l'ont fait parce que pour eux, euh, la, le corps social était attaqué, tout simplement. Ils ne font pas la différence entre la distinction entre le corps et l'esprit, la politique, cette capacité d'abstraction à catégoriser tout et à faire des catégories séparées, le corps, l'esprit, la politique, la religion, le social, l'économie, mais ça n'existe pas. Donc, si vous modifiez, en fait, si vous intervenez sur les espaces publics pour, mettons, retirer des images ou effacer des fresques ou brûler des tableaux, bah, c'est pas juste du vandalisme
vous détruisez pas juste un objet, vous attaquez à leur perception de la réalité. Oui, c'est une attaque contre la société dans son ensemble. Oui, voilà, y a pas de et la société, bah, réagit très violemment. Ça veut pas voilà, donc c'est des gens qui ont c'est ça qui est fascinant, c'est qu'ils ont un logiciel qui est complètement différent du nôtre. Et pourtant, ça va changer et pourtant les choses changent. La transformation est déjà en cours. Parce que dès le siècle suivant, euh, la, les passions religieuses se seront largement calmées. Bon, certes, il y aura l'abolition la révocation de l'édit de Nantes, mais On aura les Camisards sous Louis XIV qui auront quand même été assez dangereux. Oui, mais enfin, c'est local, c'est une révolte, c'est une jacquerie, une grosse jacquerie qui va durer très longtemps dans un des coins les plus inaccessibles du royaume. Sinon, ça va être une opération de police. Ça va être la révocation des lignes de Nantes, très clairement. Parce qu'entre-temps, la société aura été mise au pas, très largement. Eh bien, on a un peu commencé à parler d'une question. Je propose qu'on passe aux questions avant de conclure. Mm-hmm. Donc, on a à nouveau une question de Séphira. Quelle analogie pourrions-nous faire avec d'autres événements historiques? Waouh. Si c'est Analogie. possible. Je sais pas si c'est possible. Honnêtement, je vois pas trop. J'avoue que moi aussi j'ai du mal à à voir des équivalents. Parce qu'honnêtement, là pour le coup, quoi, par rapport à une autre région du monde, Probablement un autre massacre non. religieux, quelque chose comme ça. Non, pas vraiment. On peut dire si à la rigueur que c'est la chrétienté a toujours connu des crises en fait. Le pouvoir de l'Église a été quand même très fort et beaucoup plus contesté qu'il en a l'air. Il y a eu toutes les grandes hérésies du Moyen Âge qui ont été combattues. Il y a eu justement dans le sud Les Cathares. Les Cathares qui ont permis surtout à la monarchie capétienne de prendre de s'emparer directement du Midi. Du sud du royaume, du Midi. À la rigueur, on pourrait faire une analogie, mais là tout de suite, est-ce qu'on peut forcément et on peut, oui, effectivement, oui, si on fait, parce qu'une fois, même si l'Église avait créé l'ordre dominicain pour la répression, au final, ça s'est réglé avec une conquête, et surtout une conquête qui a très très largement débordé le problème de l'hérésie, parce que ça a surtout été plutôt un prétexte. Mais là encore, honnêtement, je suis pas vraiment convaincu que ce soit pertinent. Faut vraiment, moi j'aime bien prendre les faits d'histoire dans leur jus et pas trop essayer de faire des analogies parce qu'à un moment parce que c'est super séduisant et à la fin tu finis par en faire plein et tu te retrouves à faire des comparaisons très séduisantes mais qui n'ont pas de sens. Oui, des fois ça s'y prête et puis là pour le coup ça s'y prête pas trop, enfin du moins rien ne nous vient. Non, rien ne me vient franchement. Du coup, une question un peu plus d'actualité, on va dire, et étendue. Si vous voulez pas répondre, vous n'êtes pas obligé. Pensez-vous que cet événement pourrait se passer, enfin un événement similaire, pourrait se passer contre les musulmans? Aujourd'hui en France, j'imagine. Non, rien, j'essaie d'imaginer le beau parisien sur sa trottinette en train de traquer, de poursuivre avec une machette son livreur Uber. Non mais sans déconner. Non, c'est pas drôle. Mais non, parce qu'il faut quand même dire que même si le massacre a eu une unité populaire, le coup de départ, c'est qu'il y a eu des forces politiques de l'époque qui sont des partis aristocratiques, etc.
je vois assez mal. L'impulsion initiale vient du pouvoir. Ouais, elle vient du pouvoir, honnêtement. Et puis, je pense que quand même, que ce soit le l'homme de la rue actuellement, comment dire, vous n'imaginez pas le niveau de violence de nos ancêtres. Ah bah, ils étaient aussi violents que leur société, hein. La mort était Ah oui, omniprésente. non mais je veux dire, il y a plus de, il y avait Puy-en-Velay à côté Cali, Médelin de l'époque de Blue Star, c'est Disneyland. Enfin, c'est des gens tuent très facilement, quoi. La vie n'a pas la même valeur. Alors certes, nous avons des problèmes de criminalité. Certes, il s'agit pas de la facilité avec laquelle les gens pouvaient sortir le couteau, le bâton, le machin. Et je te parle des bourgeois, hein, du bon bourgeois, hein, pas du gueux, mais était absolument terrifiant parce que les gens souvent se faisaient justice eux-mêmes. Et après, bon bah, en théorie, il y avait tout simplement parce que l'État n'existait pas, parce que les moyens n'existaient pas. Donc là, par exemple, tout a échappé au contrôle des autorités parce que essayez d'imaginer que bon, amusons-nous un peu. Imaginez que la situation, que la France, que la Paris soit à couteau tiré, que machin soit sous tension. Et imaginez que le préfet, le gouverneur militaire de Paris ou que je ne sais quoi décide de se partent au milieu des JO. Oh, Je ne sais oh pas. là Non, mais l'idée, et que d'un coup, d'un seul, les gens commencent à s'entretuer. Je rappelle quand même que le peuple parisien, à l'époque, était militairement organisé. là. Ça, c'est très important. Moi, ça m'a surpris quand j'ai trouvé le truc. Moi, je pensais que c'était un vaste bordel avec deux, trois mecs pour vérifier les prix sur les marchés et les nobles avec leur suite qui se défendent eux-mêmes, et que c'était la jungle. Pas du tout. C'est la ville est extrêmement. Chaque quartier a ses propres représentants. Tout est parfaitement quadrillé. Donc c'est toute une machine qui s'est retournée contre une partie de la population et contre une partie de ses hôtes. Moi, ça me paraît quand même compliqué hein, d'imaginer ce genre de. Il peut y avoir je ne sais pas s'il y aura un effondrement de l'ordre établi que nous connaissons, mais là, pareil, ça me paraît pas comparable du tout. Oui, on n'est pas dans Vraiment. la. On n'a pas, comment dire, la même violence facile, si l'on pourrait dire, le même accès à de l'arme, même si quand même la France a un bon taux d'armes par habitant, mais c'est pas la question. Non, c'est pas ça, c'est que c'est la capacité. Vous savez, un de mes films préférés, c'est Fight Club. Et bon, c'est bon, j'ai 40 ans. Il y a une phase qui est très révélatrice. C'est une des scènes les plus c'est que Tyler envoie les membres du club chercher la bagarre avec des kidam et provoquer à se battre et être obligé de perdre. Et en fait, c'est très très compliqué en fait de forcer les gens à se battre parce que les gens normaux feront énormément pour ne pas avoir à se battre. Oui. Tu fais, tu t'amuses à ça au XVIe siècle, tu as 30 morts avant la fin de la journée. Non mais c'est ça le truc, c'est ça, faut quand même, pareil, faut vraiment voir à quel point les choses ont changé quand même. C'est-à-dire que la violence, il n'y a pas de violence actuellement, mais c'est pas du tout, on parle pas du tout de la même chose quand même. Vraiment. Et Oui. puis surtout, là, vous avez quand même vous avez une capacité des pouvoirs publics à se mobiliser qui est quand même même si on dit qu'il n'y a plus de budget, que ça crie misère, que la Ouais, justice crie ouais. misère, etc., vous vous rendez pas compte à quel point on est encadré partout. Enfin, je sais pas, vous perdez votre sang-froid parce qu'un type vous a roulé dessus, vous a percuté, machin, et vous le giflez un mec dans un couloir. Les flics vont vous retrouver dans le couloir du métro. Les flics C'est vous vous qui allez retrouveront. payer. Voilà. Mais tout se voit. Il n'y a pas un endroit où on échappe
Et puis maintenant, tout le monde se balade avec un téléphone. Je ne sais pas si vous imaginez le. Non, non. Pareil, là, c'est quand même compliqué de faire une comparaison. Enfin, c'est. Oui, à part par une frange Non. relativement extrême par sa violence, c'est difficilement envisageable. Oui, en fait, en général, et à chaque fois que je veux pas me le dire, mais à chaque fois qu'ils planifient quelque chose, ils se font quand même choper. Oui. Alors parfois alors parfois trop tard, mais ils se font choper. Les gens qui ont tué tout le monde là, qui ont tué tous les protestants là, il n'aurait jamais rien arrivé, même s'ils ont désobéi aux ordres du roi. Oui, ils ont eu un peu une Donc sorte en de fait, blanc-seing du roi aussi, il se considérait comme légitime. certes, 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 mais en réalité, personne n'aurait rien pu Hmm. faire. Hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Pas les moyens, un pouvoir royal trop Euh, faible. alors assez rigolo, c'est très rigolo, c'est que par contre, ils ont réussi. Les protestants parfois ont réussi à récupérer les biens en faisant des procès. Mais voilà, donc, non mais essayez de ne pas comparer des mentalités qui sont complètement Ah ouais, différentes. non, je pense qu'on a bien compris. Du coup, je pense on approche vraiment de la fin. Est-ce que vous auriez un mot final vous pensiez tout à l'heure à des recommandations de livres? Bah, intéressez-vous au livre de Denis Crouzet. Alors, peut-être pas son maître ouvrage, parce que c'est vraiment il y en a à peu près pour 1500 pages. En plus, je pense qu'il est épuisé. Mais il y a des ouvrages qu'on peut trouver, certains ouvrages sont trouvables en EPUB. Donc, ça vous donnera une idée de l'historiographie française actuelle. Le bouquin de Cavanaugh est très intéressant. Pour ma part, moi, pour avoir de publications fraîches, moi, je me suis abonné à Eucademia, je crois. C'est un site où vous pouvez avoir téléchargé de façon tout à fait légite des articles, des ouvrages en format PDF. Et en fait, pour 5 euros par mois. Hmm. Enfin, moi, j'ai commencé, donc si ça se trouve, ça va me coûter plus cher après. Mais enfin, je trouve que par rapport à ce qu'on est prêt à mettre pour un abonnement Netflix ou un abonnement à une salle de sport où on ne fout jamais les pieds, pas vrai les gars. Le truc, c'est que ça vaut le coup, quoi. Si vous voulez, après, si vous voulez vous intéresser un peu, en plus, ça vous tient au courant des publications et tout. Donc, vraiment. Moi, alors je l'ai pas lu, mais j'aimerais bien le trouver. Ce serait l'ouvrage de. Ah, j'arrive pas à retenir son nom. Zénon, Ah oui, la dame. Nathalie Zemon Davis, qui a sur l'œuvre l'étude de Martin Guerre. Bon, on peut aussi voir le film qui est très bien d'ailleurs, mais avec Depardieu, profitez-en tant que c'est encore possible. Mais c'est voilà sur l'histoire des gens de l'époque. Bon, bah très bien. Bien, dans ce cas-là, vient le mot de la fin. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans une société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat. Monsieur Sébastien, merci beaucoup pour cette soirée. Merci à vous. Merci à tout le public et à une prochaine fois. Bonne soirée à vous.